Montesquieu prétend avoir tiré l'essence des rapports nécessaires qui dérivent de la nature des choses est devenu un truisme que le politologue récite avec une aisance presque jubilatoire. Or, pourtant, dans cette allégorie, abrite des ombres. Tout un stock lexical foisonne autour de ce banal enseignement. Limite au pouvoir, contre au pouvoir, équilibre du pouvoir chez Campbell VI, qui très souvent figure un duel que Montesquieu n'a pas lui-même prévu. Il faut savoir que le châtelain d'Abrette était bien plus modeste. Il s'agissait pour lui d'instaurer un gouvernement modéré, impulsé par une faculté de statuer ou d'empêcher, dans un horizon de concurrence équilibrée entre le pouvoir. Même si ces expressions ne sont pas interchangeables, elles font écho à un mouvement républicain mobilisé contre l'absolutisme royal. Alors le politologue que je suis est à son aise de considérer que les contre-pouvoirs charrient nécessairement les contre-pouvoirs et les contre-pouvoirs nécessairement les contre-pouvoirs. Les contre-pouvoirs ont la particularité d'être mécaniques et traduisent l'idée de la recherche de l'équilibre des forces par la mobilisation de ressources juridiques disponibles. Les contre-pouvoirs, quant à eux, peuvent être institutionnalisés, mais ils sont surtout diffus, anonymes et très souvent inconnus. Ils ont une expression plus vivante hors des circuits formels et sont, pour la plupart, la résultante des effets du système politique. Il serait donc tout à fait réducteur d'aborder d'un seul tenant la question des contre-pouvoirs à l'exécutif dans le régime politique camerounais en faisant abstraction de ses excroissances. En subsumant l'analyse autour des contre-pouvoirs, mais aussi des contre-pouvoirs, des effets des systèmes et leurs limites, on pourrait décliner un déploiement à double détente. D'abord, le dispositif formel de contre-pouvoir à l'exécutif. Ensuite, l'effet des systèmes et l'érosion du pouvoir exécutif. Cette manière d'appréhender la dynamique du pouvoir à travers la grille de lecture sociologique, plutôt qu'uniquement par les règles, révèle ce que les réformes font aux institutions. Elles fabriquent un sens commun réformateur et frayent les voies multiples du changement dans des temporalités complexes de transformation. Alors, le dispositif formel de contre-pouvoir à l'exécutif. Lorsqu'on lit la Constitution camerounaise, on s'aperçoit que les ressources juridiques de contre-pouvoir au pouvoir exécutif sont suffisantes pour l'efficacité d'une action en contrepoint d'un exécutif toujours fort, très sobrement organisé par les constitutions de 61 et de 72. Les techniques de contre-pouvoir ont reçu dans la loi du 18 janvier 1996 une confortable hospitalité, ouvrant ainsi la voie à un éventail des possibilités de statuer ou d'empêcher. Évidemment, c'est que certains auteurs considèrent, pour pointer les insuffisances du régime politique camerounais, le constitutionnalisme rédhibitoire relève plutôt d'un pessimisme qui simplifie la dynamique incrémentale d'un système politique en mutation. Des configurations des luttes se dessinent, des structures de jeu se forment dans une logique de mobilisation par les acteurs des ressources juridiques, mais aussi des sources d'incertitude
On parlerait plutôt d'incertitude institutionnelle, dans la mesure où le changement doit absolument être indexé à la plausibilité que les acteurs échangent dans l'entreprise des définitions d'un sens commun réformateur. Dans la dynamique de contrepoids à l'exécutif, donc, les ressources juridiques sont suffisantes, mais aussi disponibles, même si le fait majoritaire et le fort tropisme présidentiel peuvent donner le sombre pressentiment d'une simple enseigne décorative. Les ressources juridiques disponibles, suffisantes et disponibles. Il s'agit ici de lire le droit sur scène. Et Fabrice Okebi subsume les contrepoids et les contre-pouvoirs dans une subtile dichotomie qui fait le débat entre les contrepoids juridico-politiques et les contrepoids politico-juridiques pour exprimer la forte détermination du droit ou de la politique sur l'une ou l'autre formule. Or, le juriste pourrait être bridé par une typologie aussi étriquée si l'on l'envisage en termes de contrepoids. Aussi, l'éparpillement des éléments constitutifs de contrepoids fonde-t-il la scissiparité de notre approche. Donc, l'effort de systématisation provisoire pourrait l'inscrire dans une sorte de triptyque. Les contrepoids tribuniciens, les contrepoids inquisitoriaux et les contrepoids liés à la fonction législative. Les contrepoids tribuniciens. Il faut souligner que l'espace public parlementaire est un champ de lutte où le magistère de la parole structure la dynamique collusive des conflits, permettant ainsi aux acteurs politiques de s'imposer aux imposants. La figure de tribun de la plèbe que nous utilisons ici est appropriée pour incarner cet art argumentatif, un peu comme Mirabeau, qui a été considéré pendant la période révolutionnaire comme l'âme véritable de la constituante. Le souffle qui animait cet homme dans ses discours faisait de ces tribuns de véritables souverains de la Chambre. Dans le contrôle de l'action gouvernementale, le parlementaire devient cet orateur qui s'érige en défenseur des droits et des intérêts du peuple. Et dans la nomenclature des contrepoids tribuniciens, l'on peut discerner ceux qui sont récurrents et utilisés et ceux qui sont incidents et exceptionnels. Plus usités que le second, les contrepoids tribuniciens récurrents constituent des véritables limites obstructives à l'action de l'exécutif. Les questions orales et écrites sont ainsi des instruments de construction, des rites d'interaction et des mises en scène de la vie parlementaire. La Constitution, en son article 35 alinéa 1, en fait un acte véritablement performatif. Le Parlement contrôle l'action gouvernementale par voie des questions orales et écrites. Bien plus, l'obligation faite au gouvernement de fournir des renseignements au Parlement sous réserve uniquement des impératifs de la défense nationale ou de la sécurité de l'État constitue l'acte d'implication de l'exécutif dans le grand oral d'une institutionnalisation fruste dans les constitutions de 61 et de 72. Cet exercice s'est réchauffé au foyer d'un constitutionnalisme plus ardu. En effet, il est institué au cours de chaque session ordinaire une séance par semaine réservée aux questions orales des membres du Parlement et aux réponses du gouvernement. Cette hebdomadarisation fait de cet exercice l'un des principes moteurs de la vitalité parlementaire. Et Éric Thiers en fait d'ailleurs un pouvoir presque sans entrave. Cette procédure de contrôle consiste à interroger spontanément le gouvernement sur son action. Et le règlement intérieur de l'Assemblée nationale les encadre strictement
avec des exigences de civilité qui intiment le recteur à une rédaction sommaire de sa question, qui par ailleurs ne doit contenir aucune allusion d'ordre personnel à l'égard des tiers moments désignés. Les contraintes rédactionnelles sont moins hermétiques et visent à limiter la question aux éléments singulièrement indispensables à leur compréhension. Et l'on doit signaler dans les éléments de procédure que les questions orales sont adressées au président de la Chambre. Les questions orales et écrites constituent donc des structures d'opportunité de l'action en compte elle-même, capables à tout le moins d'exercer une fonction civilicienne sur le contrôle de l'action gouvernementale. Des contrepoids bien plus redoutables sont prévus par la Constitution qui peuvent, dans une mesure significative, impacter sur l'activité gouvernementale. Il s'agit de contrepoids inquisitoriaux. Ils sont la face la moins bruyante du contrôle de l'action gouvernementale. Ils s'analysent en des recherches inquisitoriales que le Parlement, le peu d'autorité initiée dans le but de recueillir des éléments d'information sur des faits déterminés et soumettre leurs conclusions à la Chambre. Ensuite, ils permettent aux commissions d'examiner la gestion administrative, financière ou technique des services publics en vue d'en informer la Chambre. Pour l'essentiel, les commissions d'enquête parlementaires sont encadrées juridiquement pour éviter des collisions compétentielles avec le pouvoir judiciaire. Aussi est-il interdit la création d'une commission parlementaire lorsque les faits ont donné lieu à des poursuites judiciaires, aussi longtemps que ces poursuites sont en cours. Bien plus, si une commission a été déjà créée, elle est frappée de caducité dès l'ouverture d'une information judiciaire relative aux faits qui ont motivé sa création. Ces commissions sont une arme redoutable du contrôle parlementaire. Appartient également à ce registre de contrepoids tribunicien la responsabilité gouvernementale. Et c'est la ligne rouge à ne pas traverser par le contrôle stricto sensu, car les questions écrites et orales ne sauraient déboucher sur une crise gouvernementale. Il s'agit tout simplement d'une mort subite infligée par le Parlement au gouvernement. Ici, la lisière du contrepoids peut être franchie. Et l'on peut raisonnablement parler de contre-pouvoir. Cette même responsabilité parlementaire est envisagée dans l'hypothèse d'un vote sur le texte. L'issue est le même dans les deux hypothèses, puisque le Premier ministre remet sa démission. Et il ne s'agit pas, à proprement parler, d'un exercice qui dans la mesure où la réponse du Parlement est reçue 48 heures. Il appelle donc que la notion de censure est la plus laborieuse en termes de contre-poids dans la mesure où elle est une initiative du Parlement et témoigne, en cas de vote favorable, d'une hostilité affichée à l'emploi du gouvernement. Enfin, les contre-poids liés à la fonction législative. Elles sont techniques et correctives et opèrent essentiellement à travers le pouvoir de substitution et le droit d'amendement. La première hypothèse, suivie en cas d'inertie présidentielle, résultant d'un veto qui oppose une démarche passive du président de la République à une démarche active de la Chambre. Et une réponse à un éventuel blocage des institutions par le président de la République. Quant aux amendements, il est désormais étendu aux deux chambres, ce qui, d'ordinaire, présage d'un accroissement de la pratique si une hardiesse parlementaire se manifeste de part et d'autre dans le circuit de la navette législative. L'émission du président de la République dans la procédure législative par le truchement de la commission parlementaire, de la commission mixte paritaire, participe ici moins du duel que d'une transaction politique qui, sans succès, peut conduire à la caducité du projet de loi. La navette est une institution qui pourrait rendre la vie dure à l'exécutif. Et en langage militaire, elle est la torpille destinée à la destruction des navires sous-marins présidentiels.
Elle est d'autant plus que dans la pratique, l'initiative liée aux règles de la loi demeure largement une prérogative de l'exécutif. Alors, adopter un texte, apporter des amendements au texte, rejeter totalement ou partiellement un texte, sont autant d'étapes du chemin de croix que peut suivre une loi. Est-ce alors de l'étendue de leurs moyens de contrôle que se mesure la capacité des assemblées parlementaires, comme le président Michel André, dans le contexte camerounais, les moyens n'emportent pas toujours un usage hardi de contrôle. Il y a le plan majoritaire. Et le fait majoritaire est connu comme l'invariant universel de la faiblesse des parlements, car il neutralise aussi bien la possibilité d'une censure révocative du gouvernement que les opportunités d'une action corrective. Il y a également le fort tropisme présidentiel. Le président de la République est le président du parti majoritaire. Évidemment, malgré une forte tendance à la déprésidentialisation, le régime politique camerounais n'a pas subi véritablement une émasculation de ses fondements existentiels. Au sein du parti majoritaire, qui accuse parfois des divisions, où très souvent les pratiques individuelles réussissent à battre en brèche les ambitions contenues dans le programme du dressage des corps et des esprits, un consensus y règne toujours, ruinant ainsi les possibilités d'un clivage majeur qui prêterait le flanc à une crise gouvernementale. Alors, ce qui manque le plus à notre Parlement, dans sa fonction législative et de contrôle, ce ne sont pas les ressources politiques et juridiques pourtant disponibles, ce sont peut-être les parlementaires. Envisagé dans la perspective systémique, on peut observer que, avec la dynamique de la gouvernance, les effets du système entraînent une atrophie profonde du pouvoir exécutif. Puisque dans la mutation structurelle de l'État, il y a une attrition du pouvoir exécutif, avec l'émergence d'un leadership transactionnel où finalement le président de la République s'oblige parfois à engager des transactions cohésives avec les partis de l'opposition pour en arriver à la formation d'un gouvernement. Alors, le pouvoir discrétionnaire, qu'est-ce qu'il peut bien signifier dans un contexte où il faut négocier, où il faut transiger? Enfin, la gouvernance ontologiquement entraîne une attrition de l'État, dans la mesure où elle suppose une transposition des règles de gestion du privé dans l'administration publique, avec un changement systématique du modèle de devient, qui devient finalement un modèle de la corporate governance. Et dans cette perspective, aussi bien les lois et les actes administratifs et les actes réglementaires subissent une émasculation dans la mesure où nous entrons progressivement dans le règne de ce qu'on appelle aujourd'hui la soft law, c'est-à-dire ce droit mou qui est négocié entre les parties prenantes. C'est dans cette veine que le modèle de la gouvernance semble vouloir supplanter le modèle du gouvernement, car se développe cette pratique au niveau local, au niveau régional, mais au niveau mondial, et ayant ainsi tendance à être proposée comme catégorie englobante de la gouvernance politique, tenant l'État dans les limites d'une subsidiarité presque anesthésiante. Alors, le régime politique camerounais subit ainsi ce qu'on appelle la politique saisie par le droit. La politique saisie par le droit, c'est ce dont parlait le professeur Guindo, mais je crois que le droit est davantage saisi par la politique au regard des effets du système. Je vous remercie. Professeur, ce propos qui était très
et qui nous rappelle notamment que les contrepoids sont des ressources qui sont des ressources juridiques. Le professeur a indiqué que ces ressources sont disponibles, qu'elles sont suffisantes pour encadrer les relations entre les organes. Il a évoqué notamment les contrepoids tribuniciens, notamment la dimension des questions orales et écrites. Et je voulais, professeur, justement vous demander dans quelle mesure les parlementaires camerounais, ces 20 dernières années, ont par leurs questions fondamentalement mis en difficulté le gouvernement. Je pense que l'exigence d'empiricité dans cet exercice, au fond, ouvre aussi à des perspectives en termes de recherche. Je voudrais notamment souligner le travail que font les commissions parlementaires ou les commissions d'enquête. Au fond, si on a accès à des procès-verbaux, on peut trouver éventuellement des éléments pour qualifier la nature de ces espaces de contrepoids institutionnels. Bon, il y a toute la dimension de ce qui se joue dans les structures. Le professeur a souligné que la gouvernance, en lieu et place du gouvernement, ouvre à une structure d'opportunités nouvelles et qui contient en elle-même, je pense, les ressorts de limites, de limitations au pouvoir exécutif. Professeur, je vous remercie pour votre présentation. Il va y avoir à présent un mot d'ordre. Alors, le mot d'ordre va être celui de monsieur le professeur Bagban-Montoir, qui va nous dire quelle est la nature de ce régime. Je dois dire que c'est une qualification qui est difficile. Professeur, je vous donne la parole pour vous édifier sur ces éléments de qualification du régime politique camerounais. Je vais essayer de m'acquitter de ce douloureux devoir, de m'avancer un peu plus que les autres en ce qui concerne la qualification du régime politique camerounais. Je ne vais pas adopter une démarche classique. Je voudrais y aller progressivement, j'allais même dire à l'aveugle, en essayant de tenir pour acquis chaque pas que j'aurais fait. Le premier pas, je pense, lorsque l'on s'interroge sur la nature d'un régime politique, est d'abord lié à la méthode. Parce que la question de la nature du régime politique est de celle qui interpelle tous les spécialistes de plusieurs sciences, ce qui veut dire que chacun y va sur de sa méthode, sur de ses convictions. Mais j'ai la faiblesse de penser que la problématique de la nature d'un régime politique est d'abord une problématique juridique. Il faut donc d'abord décliner son identité méthodologique avant de s'y engager. La mienne est résolument juridique. Je suis de ceux qui pensent que le droit se suffit à lui-même pour édicter un certain nombre de concepts, pour produire un certain nombre de mécanismes, de principes nécessaires à son épanouissement. Le droit n'a pas forcément besoin, je dis bien forcément besoin, des autres disciplines. Même si celles-ci sont nécessaires, il va de soi que les questions relatives au régime politique peuvent être appréhendées autant par les juristes que par les politistes, mais l'ambition d'un mélange de genres me semble être ici difficilement acceptable, et c'est peut-être ce qui fait en sorte que juristes et politistes ne s'entendent pas toujours sur la nature du régime politique camerounais. C'est peut-être aussi ce qui fait en sorte que les juristes entre eux ne s'entendent pas sur la question. Si l'on prenait la peine de s'entendre d'abord sur la démarche, sur la méthode, sur le fondement méthodologique de l'option que l'on a choisie. Mon option est strictement juridique. Et le droit dont je parle ici n'est pas lié au jus naturalisme. Le droit dont je parle ici, c'est le droit positif. Le droit positif, c'est-à-dire le droit tel qu'il est produit par l'État. L'avantage du droit positif et de cette méthode positive
c'est qu'elle peut donner des preuves. Lorsqu'une proposition est avancée, elle doit être soutenue par une règle juridique, par une disposition juridique, par une décision de justice. Bref, toute proposition doit avoir un fondement juridique. C'est pour cela que commencer la question, engager le débat sur la nature juridique par la problématique de la méthode me semble être important. J'ai donc dit que j'étais positiviste. J'essaie d'analyser les normes, j'essaie d'analyser les décisions de justice. Je suis positif.